Il y a 53 ans, jour pour jour, un petit village en Australie a été témoin d'un événement exceptionnel. À l'heure actuelle, le mystère n'est toujours pas résolu, mais il fait intervenir des domaines d'études comme la météorologie et les extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parle du mystère de Murchison. L'événement de Murchison relate la découverte d'une météorite qui va changer à jamais l'histoire de la météorologie. À l'époque, la collecte des cailloux cosmiques n'était pas nouvelle. On collectionnait déjà des météorites. Mais par contre, pour trouver une année où il va y avoir un changement radical, c'est 1969. Le 20 juillet 1969, le module de la mission Apollo 11 se pose sur la Lune. Le monde entier regarde Neil Armstrong et Buzz Aldrin profiter de la faible gravité de notre satellite ainsi que sa poussière de surface, réputée pour être infernale. Mais trêve de galéjade, ils ne sont pas à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre, juste pour s'amuser. L'une des priorités scientifiques était de ramener des roches lunaires afin de les analyser sur le plancher des vaches et en apprendre plus sur la composition de la Lune. Au total, ce sera près de 22 kg de roches et de régolithes lunaires qui sera apporté sur un plateau d'argent pour la NASA. Cette dernière était tellement satisfaite qu'elle ordonna aux autres missions d'en apporter encore plus. Entre 1969 et 1972, l'agence aura récolté plus de 500 kg de morceaux de Lune. Elle se paye alors de jolis équipements pour analyser toutes ces roches. C'est dans le Ames Research Center, en Californie, que les roches lunaires furent sous la lumière de la machinerie microscopique. Créé en 1939 et servant de base d'études dans le domaine de l'aviation, il contribuera à la recherche de la vie organique dans les roches spatiales et lunaires dans les années 1970. Mais l'année 1969 va être marquée par un autre événement cosmique, moins connu, moins célèbre, mais beaucoup plus étrange. Le 28 septembre, 2 mois après la mission Apollo 11 et 53 ans jour pour jour avant la sortie de cet épisode, une météorite pénètre l'atmosphère terrestre à une vitesse folle et se disloque juste au-dessus de la petite ville de Murchison, en Australie. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime, mais les débris se sont étalés sur une zone de 10 km². Il faut dire, ce patelin est d'activité plutôt calme. La chute de cette météorite sera alors dans l'histoire de Murchison. La collecte des débris commence et nombreux sont ceux qui viennent participer à cette recherche de cailloux venus d'outre-espace. Et elle sera fructueuse puisqu'une centaine de kilogrammes de roches seront découverts. Le plus gros bloc pèse 7 kg. C'est 4 fois plus que les extraits de roches lunaires par Apollo 11 2 mois plus tôt. Les habitants et scientifiques s'étaient dépêchés de ramasser le plus de débris possible, soit pour les garder, soit pour les vendre parce que ça vaut cher, soit aussi parce qu'il y a un avantage scientifique. Quand un corps céleste pénètre dans l'atmosphère, plusieurs scénarios peuvent se produire. S'il est trop peu massif, il se disloque complètement à l'état de poussière. S'il est suffisamment massif pour toucher le sol en un seul morceau, il se disloque complètement à cause de la chaleur générée par le choc. Mais s'il se brise en plusieurs blocs, des débris peuvent entrer en contact avec le sol sans pour autant se disloquer, avant cependant d'être rapidement contaminés par les bactéries terrestres. C'est un petit peu comme la croyance populaire des 5 secondes, qui explique qu'une tartine ou que n'importe quelle nourriture tombée au sol doit être ramassée en 5 secondes avant d'être contaminée par les germes. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Pour éviter cela, la collecte doit se faire le plus rapidement possible pour que les roches restent intactes et propres entre guillemets. À ceci près qu'une tartine sur le sol est déjà contaminée en touchant le sol. Le phénomène est plus lent avec des débris spatiaux. Et oui, désolé de vous le dire, mais la règle des 5 secondes, ça marche pas. En effet, la tartine est déjà contaminée dès qu'elle touche le sol en à peine 1 seconde. En revanche, pour les débris spatiaux, comme je l'ai dit, c'est complètement différent. En fait, c'est cette collecte qui va médiatiser l'événement. Si bien que la NASA elle-même va commencer à s'intéresser à la petite ville de Murchison. Ils auront l'autorisation exceptionnelle de récupérer quelques débris afin de les analyser dans leur Ames Research Center, le centre dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est à partir de là que la NASA va faire une découverte très étrange. Si étrange d'ailleurs qu'elle n'avait à l'époque aucun moyen de l'expliquer.
Les débris ne sont pas uniquement constitués de roches, de minéraux ou à la limite de glace. Ils contiennent également des variétés d'acides aminés. On retrouve de l'alanine, de la glycine, de l'acide glutamique, des acides diaminés, bref, tout un tas de molécules que l'on retrouve dans les espèces animales et végétales. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, un acide aminé ce n'est pas une bactérie. C'est une molécule, mais une molécule qui est quand même responsable en grande partie de l'apparition et de la formation de l'ADN, ainsi que l'ARN. Ce sont elles qui représentent le matériel génétique que vous avez dans votre corps, ainsi que tous les autres corps des êtres vivants sur Terre. Cette découverte est donc plus que troublante. L'ADN, à l'époque récemment découvert en 1953, est l'un des principaux composants qui permet l'apparition de la vie. Il est donc tout à fait logique de s'extasier devant une nouvelle pareille. Plusieurs hypothèses ont été établies. La première est que les roches ont déjà été contaminées par les bactéries. Mais comme je l'ai dit, avec les débris spatiaux, ce phénomène est plutôt lent par rapport à la fameuse tartine au sol et les 5 secondes. Et la collecte de tous ces éléments a été très rapide. En d'autres termes, nous sommes sûrs et certains que les roches qui ont été analysées par la NASA n'ont pas été contaminées après l'impact. La nouvelle commence à se répandre à partir de 1971, lorsque les analyses de la NASA sont achevées. La météorite de Murchison devient alors l'un des symboles de la recherche de la vie extraterrestre, au même titre que les signaux radio. Une étude encore plus poussée en 2010 révèle la présence de 14 000 molécules organiques différentes, dont certaines sont des composantes essentielles à l'apparition de la vie sur Terre. Cette diversité chimique ne finira pas d'étonner les scientifiques, même un demi-siècle après sa découverte en Australie. Elle va également avoir un impact sur l'origine de la vie elle-même, notamment en démocratisant la théorie de la lithopanspermie cosmique, dont j'ai déjà parlé dans le dernier épisode. C'est un ensemble d'hypothèses qui nous explique que la vie sur Terre a pu apparaître parce que les comètes, les astéroïdes et les bolides dans l'espace transportaient l'ADN et les acides aminés avant de percuter la Terre. C'est pour ça que l'on parle de lithopanspermie. Litho, ça veut dire roche, pierre, minéral, et panspermie, ça veut dire littéralement ensemencer la Terre. Ces corps célestes transporteraient avec eux les acides aminés responsables du code génétique et de l'ADN. Ce qui signifie aussi qu'une vie extraterrestre similaire à la nôtre pourrait exister. L'ADN serait transporté par cargo cosmique, se déposant dans chaque recoin du cosmos, avec pour espoir que le monde dans lequel il a échoué soit suffisamment accueillant pour que la vie se développe avec succès. Bien qu'alléchante, cette théorie possède quelques failles. Déjà, ça n'explique pas l'origine fondamentale de l'ADN. Et en plus, pour avoir de la vie sur Terre, il manque des éléments primordiaux comme l'hydrogène, le soufre, l'eau, etc. Il ne suffit pas d'avoir des acides aminés pour avoir des algues, des dinosaures et des êtres humains. D'ailleurs, on peut toujours se poser la question de savoir si oui ou non il existe une source de vie intergalactique ultime. Ou est-ce que la vie apparaît de n'importe où, ou de nulle part? Une troisième étude, datant de 2020, montre qu'avant d'avoir percuté notre planète, elle viendrait de l'éjection de poussière d'étoiles il y a 7 milliards d'années. Cette météorite fait d'elle l'un des plus vieux matériaux que l'on a actuellement sur Terre, puisqu'elle est plus âgée que la Terre elle-même. Sachez que nous ne savons encore aujourd'hui toujours pas pourquoi est-ce que la météorite de Murchison transportait ces acides aminés. Peut-être que ces molécules sont bien plus courantes dans l'univers que l'on ne le pense, renforçant ainsi les perspectives quant à la recherche de la vie extraterrestre. En attendant que l'on en découvre plus, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partager mon travail s'il vous plaît. À très bientôt.